La triste cohorte des jeunes filles sacrifiées par la barbarie ne cesse de s'allonger. Après Laure, Morane, Axel et les autres, c'est au tour de Victorine d'être fauchée dans la fleur de ses jeunes années, dans une France où règne une violence sans limite, alimentée aux sources intarissables de l'immigration et du laxisme judiciaire. Les marches blanches se succèdent. Celle en mémoire de Victorine nous touche particulièrement car près de 6000 personnes se sont rassemblées pour une procession derrière la croix qui orientait la vie de cette jeune fille au sourire lumineux. La messe des funérailles a été célébrée par un abbé qui était aussi son parrain et qui avait marié ses parents. Tout le monde en est bien convaincu, il s'agit d'un meurtre atroce et non d'une mauvaise rencontre, comme on a pu le lire mensongèrement, notamment dans le monde médiatique. La racaille tue et il ne s'agit pas d'un accident, il n'y a que le monde politique et médiatique pour se satisfaire de formules creuses et de litotes qui masquent l'épouvantable réalité. Comme à son habitude, le système triche, mais personne n'est dupe. Un fait divers parmi d'autres. La mort de Victorine est surtout symptomatique de l'évolution de notre société, d'un état de fait qu'il faut intégrer et intérioriser. Comme l'ont dit et le disent tant de grands penseurs, une société qui détruit mécaniquement tous les socles et les racines sur lesquelles elle repose développe l'anarchie et la violence incontrôlée. Nous sommes bien dans cette situation. La révolution sexuelle permissive permet tout ou favorise tout jusqu'au meurtre le plus ignoble. Nous ne sommes donc plus à une époque idyllique où la liberté de se promener en sûreté était à peu près garantie sur l'ensemble du territoire français, sauf circonstances dramatiques, rarissimes et exceptionnelles. Nous ne sommes plus à une époque où une jeune fille pouvait circuler innocemment entre sa maison, son école, son église, sa salle de sport où elle retrouve ses amis, sans avoir peur de finir violée, étranglée, battue ou noyée. L'époque idéale où une femme pouvait sortir sans chaperon est bel et bien finie. Nous pouvons le déplorer bien sûr, mais il est surtout fondamental d'adapter nos comportements en conséquence. La mort peut être au coin de la rue. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est du réalisme et du bon sens. Et la situation ne risque pas de s'améliorer franchement dans les années à venir. Nos enfants sont des trésors qu'il nous va falloir protéger plus que jamais. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. La République en marche, c'est l'innovation, l'exploration de voies inattendues et surprenantes, des solutions originales auxquelles personne, jusque-là, n'avait songé, et pour cause. Dans le cadre de sa fameuse loi de lutte contre le séparatisme, pour ne pas dire le communautarisme, pour ne pas dire l'islamisme, pour finalement ne pas dire loi contre le séparatisme, mais plutôt loi pour la laïcité. Vous me suivez toujours? Bravo, moi j'ai du mal à me suivre. Donc, pour sa fameuse loi, Manuelus Macronus Covidus a imaginé qu'il fallait tout simplement enseigner davantage la langue arabe. Cela dans un souci d'intégration, bien sûr. Qui intègre qui? Qui désintègre qui? Je vous le demande un peu. That is the question, comme le disait souvent Churchill avant de rouler ivre-mort sous sa table. C'est pourtant simple, il fallait être un élu de la République en marche pour y penser, pour éviter qu'une communauté, disons par exemple au hasard les musulmans, se sépare du reste de la communauté nationale. On va faire en sorte que la communauté nationale, la nôtre, la France et les Français, se mettent à apprendre la langue de la communauté aux velléités séparatistes. Vous voyez la logique du raisonnement? Non? Moi, j'ai toujours du mal à me suivre. En fait, c'est peut-être qu'il n'y a pas de logique. Imaginons un peu, il y a un siècle, ce bon gros vieux Jules Ferry qui veut lutter pour l'école de la République, une et indivisible, et tout le tout-team, pour mieux intégrer les Bretons et les Provençaux qui font de la résistance. Allez, hop, tout le monde se met aux Celtes et à l'Occitan.
Ça pour sûr, mon beau monsieur, que ça aurait déclenché une révolution pire que celle de 1789, si cela est possible. Parlons peu, mais parlons bien, comme me le répète souvent ma chère tante Gertrude. Certains parlent du grand remplacement démographique. Bon, il paraît qu'il ne faut pas en parler, chut, c'est un terme qui fâche. En attendant, nous assistons au grand remplacement linguistique. Plus personne ne fait de latin, qui est pourtant la langue fondatrice du français. En revanche, l'enseignement de l'arabe, qui n'a rien à voir avec notre culture, est devenu une priorité pédagogique. Car l'arabe, selon Macropoléon IV, est une richesse qu'il convient de reconnaître et d'exalter. Ce sont ces termes. Ne nous avisons pas de demander que nos bambins soient sensibilisés à la langue de César et de Cicéron, c'est certainement fasciste. Mais ce n'est pas tout. Pour favoriser cette intégration, désintégration, en avant, en arrière et sans dessus-dessous, comme aurait dit Raymond DeVos, Macron prévoit aussi de subventionner les études islamiques. Naturellement, si tous les étudiants de France et de Navarre se mettent à se passionner pour l'étude du Coran, cela va favoriser l'homogénéisation de la communauté nationale. Mais peut-être pas dans le sens de ce que l'on voudrait. Macron est le seul au monde à mettre vraiment en pratique l'adage « soigner le mal par le mal ». Dans le cas présent, il s'agit de donner toujours plus de moyens à l'islam pour essayer de lutter contre l'islam. Sur ce constat inquiétant, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain. Cocorico, c'est une chercheuse française qui vient de recevoir le prix Nobel de chimie CRU 2020. Emmanuelle Charpentier qu'elle s'appelle. Ne me demandez pas de vous expliquer en quoi consiste sa recherche, je serais bien en peine de vous l'expliquer. Il est question de génétique et de ciseaux moléculaires, mais je ne sais pas trop ce qu'ils sont censés couper, ces fameux ciseaux. Il paraîtrait qu'ils permettraient de couper et de réparer les bouts de gènes défectueux. Et snoop, et snap, et snip, et pouf, et que je te coupe. Madame Charpentier, donc, est française, est née en France, a grandi en France et a même commencé à chercher en France à l'Institut Pasteur. Mais à force de chercher en France, elle a fini par trouver, comme tant d'autres avant elle, que ce n'était pas terrible d'y faire de la recherche et qu'elle trouverait certainement une meilleure place, de meilleures conditions et plus de considération à l'étranger. De Gaulle l'avait dit à sa façon inimitable « Je préfère des chercheurs qui trouvent à des chercheurs qui cherchent ». Madame Charpentier a donc pris, dès 1996, le chemin du grand large et est partie s'installer aux États-Unis, The United States en français. Comment lui en vouloir? Là-bas, elle a trouvé des moyens, des oreilles attentives, une liberté et un goût pour la recherche qu'on a du mal, justement, à trouver de par chez nous. Là-bas, elle a pu s'épanouir professionnellement et humainement, tant il est vrai qu'on y respecte les savants davantage que les rappeurs et les footballeurs, c'est ainsi. Il n'y a pas de hasard, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Albert Einstein. Emmanuelle Charpentier a cherché aussi à se rapprocher de l'Europe et elle a trouvé un bon accueil à Vienne et à Berlin, mais toujours pas en France. Ses recherches ont donc progressé dans un milieu favorable qui n'est pas celui de l'université française où l'on copine à la vie à la mort, où l'on fait de l'idéologie à longueur de journée, où l'on passe son temps à cracher sur ceux qui ont des idées. Imaginez un peu. Emmanuelle Charpentier a même pu expérimenter une symbiose efficace entre recherche et entreprise pour collecter des fonds privés afin de faire avancer ses travaux tout en continuant à travailler pour l'université. Un crime de lèse-marxisme en France, où la science appartient à l'État et où toute déviance par rapport à ce principe suprême ne peut que vous faire envoyer au goulag. Madame Charpentier est couverte de prix prestigieux, décernés par les instances les plus prestigieuses de la planète, mais pas un ne lui a été décerné par la France d'aujourd'hui, décidément bien ingrate et bien incapable de reconnaître la véritable valeur des meilleurs de ses enfants.
En France, on n'a pas de pétrole, mais l'on n'a pas beaucoup d'idées non plus. Il est temps que ça change. Je terminerai donc, en toute logique, cette chronique par un avis de recherche. Recherche homme politique susceptible de redonner à la France sa grandeur, emploi à pourvoir d'urgence. Tiens, je vais peut-être postuler. Sur cette déclaration surprenante, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain. Ces dernières décennies, la France s'est culturellement enrichie. L'ouverture à l'autre, l'immigration chance pour la France, nous connaissons le principe. Pourtant, curieusement, cela ne semble guère plaire à notre amie Marlène Schiappa, qui a virilement décidé de s'attaquer à la polygamie. C'est très étonnant. Ne nous a-t-on pas dit que le vivre ensemble était le summum de la démocratie? La réalisation ultime, la félicité suprême, l'extase républicaine. Finalement, la polygamie, c'est l'apothéose du vivre ensemble. Pourquoi donc l'interdire? Un homme avec plusieurs femmes, un homme avec plusieurs hommes, une femme avec plusieurs hommes, une femme avec plusieurs femmes, et même avec des animaux ou des arbres. C'est-il pas beau tout ça? Ce qu'il y a de bien avec le progressisme libertaire, c'est qu'il n'y a aucune limite. Vivons ensemble et à plusieurs, car ce qui compte, c'est l'amour, n'est-ce pas? C'est beau l'amour. C'est bien au nom de l'amour que nous avons adopté l'ineffable loi Taubira en 2013, légalisant le mariage gay. Pourquoi donc s'arrêter en si bon chemin? Ce progrès en marche, Marlène Schiappa a pourtant décidé de le rejeter. Elle s'y attaque avec un réflexe réactionnaire pour le moins inquiétant. Et surtout plein d'amalgames. La polygamie serait un abus profitant à certains arrivants sur notre sol et permettrait, tout en piétinant les droits des femmes, de cumuler indûment allocations familiales et aides diverses et variées. Ça vraiment, c'est moche, vraiment. Soyons concrets. Monsieur, par exemple, entretient, devant la République admirative, sa première épouse. La deuxième épouse, voire la troisième ou la quatrième, soyons fous, et toutes leurs ribambelles d'enfants sont entassées dans le même HLM, mais dans des appartements voisins, dans l'appartement d'en face. Ce petit harem peut prospérer gaiement grâce à des allocations diverses et variées, aussi généreuses d'ailleurs que par exemple l'allocation parents isolés. Tout cela permet de récolter des sommes rondelettes. Nous tombons des nues, si je puis dire, lorsque je parle de femmes voilées trop habillées. Ainsi donc, des étrangers abuseraient de notre système d'aide sociale. Morbleu! Il fallait vraiment attendre que Marlène lève le voile, si j'ose m'exprimer ainsi, sur cette terrible réalité. Personne n'aurait pu imaginer pareille chose. Merci la Marlène, heureusement que tu existes. Et il faut dire que Marlène, sur la polygamie, en connaît un rayon. Marlène Schiappa est une auteuse, à ses heures perdues. Comme nos chers téléspectateurs le savent bien, elle a composé des écrits tout à la fois pornographiques et autobiographiques sous le pseudonyme de Marie Minelli. La jeune femme y raconte par le menu ses frasques sexuelles avec plusieurs hommes, entre lesquels elle a du mal à choisir. C'est bon tout ça. Alors, Schiappa polygame? Non! Schiappa polyamoureuse, c'est comme ça qu'on dit dans la presse de gauche. Le polyamour, c'est comme la polygamie, mais sans les allocs. En couple avec Pierre et en même temps avec Jacques, amoureuse de Paul et en même temps des autres. Nous pouvons remercier Marlène de cette conscience professionnelle. Aucun ministre du gouvernement Macron n'a poussé aussi loin le souci du « en même temps ». Sur ce constat réjouissant, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain. Nous nous en souvenons tous du slogan crié en 2013 « Taubira, ta loi, on n'en veut pas ». Eh bien, le slogan 2020 est le suivant « François, ton texte, on n'en veut pas ».
Nous avons beau vouloir, de toute la force de notre bonne volonté, regarder vers Rome et y placer tous nos espoirs, force est de constater qu'il y a une nouvelle fois de la déception dans l'air, pour ne pas dire de la consternation, à la lecture de la dernière production littéraire du pape François, j'ai nommé l'encyclique Fratelli Tutti en italien, tous frères en français. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, disait-on autrefois. Et de la clarté, il en manque assurément dans les 287 pages censées développer la pensée pontificale. Une bonne grosse sous-soupe insipide. Bien sûr, il y aura certainement d'indécrottables exégètes pleins d'optimisme qui nous inviteront à la lire, à la relire, à l'interpréter au 2e, 3e, voire au 4e degré. Je les remercie pour leurs précieux conseils, mais un peu de bon sens ne fait pas de mal. Quand on passe plus de temps à essayer de deviner le sens caché d'un texte et les présupposés de l'auteur qu'à le lire tout simplement, c'est qu'il y a un os quelque part, comme on dit. Surtout quand le texte est destiné non aux étudiants de la 19e année de théologie byzantine, mais au commun des croyants. Voyons ce qui blesse en vrac, dans le désordre et de façon non exhaustive. Des contresens historiques nombreux, trop nombreux, comme la critique surréaliste des murailles des villes antiques, protection décisive, fondamentale pour que ces villes ne soient pas détruites de fond en comble par des adversaires, mais considérées comme mortifères par François. Bigre. Des ennemis contre lesquels François s'acharne, comme les frontières, qu'il persiste à voir comme des barrières entre les peuples, alors que de tout temps, elles sont d'abord et avant tout ce qui a permis à une communauté de se construire et ensuite de rayonner. Là, François tombe dans l'anti-trumpisme primaire. Des affirmations ahurissantes sur la propriété privée, qui justifient tous les squats possibles et imaginables et qui signent l'influence de Marx sur le pape. Une volonté de détruire les nations que François ne supporte pas, en contradiction complète avec l'enseignement des papes précédents. Des formules qui feraient pâlir d'envie Anne Hidalgo, comme son appel à, je le cite, une amitié sociale inclusive et une fraternité ouverte à tous, ou son plaidoyer pour, je recite, une culture de la rencontre. Une naïveté dangereuse quand il appelle au renforcement des organisations internationales ou à une gouvernance globale des migrations, sans avoir la prudence de rappeler que les instances internationales et supranationales sont aujourd'hui les meilleures garantes d'une gouvernance mondiale au service de la déconstruction générale et de la culture de mort. N'en jetez plus, la cour est pleine et elle déborde de partout. Il est donc bien logique que le grand Mélenchon soit au 7e ciel quand il évoque ce texte avec des trémolos dans la voix. Cerise sur ce gâteau amer, le pape déclare benoîtement avoir travaillé de concert avec un imam pour rédiger ce texte. Dans l'histoire de l'Église, c'est du jamais vu. Rappelons-nous que Benoît XVI, il n'y a pas si longtemps, nous expliquait, dans son célèbre et remarquable discours de Ratisbonne, que l'islam était dans l'incapacité de construire un discours rationnel et organisé, s'opposant par là radicalement à la foi chrétienne. Le choisir comme une source d'inspiration pour une encyclique, l'on se pince en se disant que l'on fait un cauchemar. Le très contestable et contesté texte de François sur l'écologie avait déjà posé problème à une partie du monde catholique. Ce nouveau texte, plus que contestable, va soulever très probablement une très grande vague de contestation mondiale. François, qui développe avec acharnement des idées que l'on est en droit de trouver aberrantes, restera-t-il dans l'histoire comme le plus grand diviseur du monde catholique et comme un allié objectif des déconstructeurs mondiaux? Sur ce questionnement angoissant, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine.